Depuis mon enfance, j'ai entendu parler des Nahual. Dans la Sierra de Veracruz, les histoires sur ces êtres capables de se transformer en animaux sont essentielles. Pour tout notre folklore, c'est la tradition orale qui soutient les petits fragments d'avant le coucher. J'ai passé mes journées avec un vieil homme Totonac de plus de 80 ans et, en même temps, par un miracle du destin, alors que je travaillais dans une station de surveillance, luttant contre la force désespérée de la déforestation, une voix m'a dit « Il y a quelqu'un dans ces montagnes qui veut te parler. » Je crois que j'ai observé l'humanité pendant très longtemps. Nous devons décider avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé avec un nouvel homme au cœur de la Sierra de Misantla, dans une de ces gorges septentrionales où ces hommes sont apparus d'une manière que je ne pourrai jamais oublier. Une rencontre qui n'apparaît sur aucune carte officielle, dans aucun registre d'institut, dans aucune base de données officielle. Une rencontre qui m'a fait réaliser, au-delà de toute science moderne, ce que signifie réellement être humain, l'énorme responsabilité que nous avons envers les êtres qui nous ont précédés et le prix terrible que nous faisons payer aux nouvelles générations. Je m'appelle Diego Lario. J'ai 47 ans, mais cette réussite a commencé lorsque j'avais 26 ans et que je venais d'obtenir mon diplôme de l'Université de Veracruz, avec un diplôme de biologiste environnemental plein d'orgueil et d'idéalisme. J'avais réussi à obtenir un emploi à l'Institut national de conservation de l'environnement de Veracruz, un poste que beaucoup de mes amis considéraient comme à peine un tremplin bureaucratique, mais qui, pour moi, représentait l'occasion de faire quelque chose de réel, de protéger ce qui restait des forêts de nuages, qui couvraient autrefois toute la région comme un manteau vert et mystique. L'automne 2004 m'a trouvé travaillant dans une petite base de surveillance près du village de Yekuatla, au cœur d'une région de montagnes humides où la brume rampe sur le sol à l'aube, comme une rivière blanche et fantomatique, où l'odeur de terre humide, de feuilles en décomposition, de vie ancienne, ne disparaît jamais, même sous le soleil le plus intense de midi. C'était un endroit qui vous faisait vous sentir petit, insignifiant, comme si vous aviez remonté 1000 ans dans le temps et que vous vous trouviez dans un monde qui ne connaissait pas encore la présence humaine. Mon travail était apparemment simple, du moins c'est ce qui apparaissait sur les documents officiels que j'avais signés en acceptant le poste. Je devais surveiller les sources qui approvisionnaient en eau les communautés locales, ces petites sources cristallines qui jaillissaient entre les rochers couverts de mousse et qui représentaient la vie même pour les habitants de la Sierra. Je devais également recenser les espèces menacées, faire des inventaires de la flore et de la faune, photographier des orchidées sauvages, compter les oiseaux endémiques, chercher des traces de mammifères qui se faisaient de plus en plus rares. Et je devais aussi aider à délimiter les zones qui nécessitaient une protection urgente, ces derniers bastions de forêts primaires que les compagnies forestières et les projets de développement regardaient avec des yeux pleins de convoitise. Mais en pratique, mon travail était bien plus que cela. Cela signifiait me lever avant l'aube, lorsque le froid de la montagne vous pénètre jusqu'aux os, et marcher pendant des heures sur des pentes si raides et si glissantes que chaque pas pouvait être le dernier. Cela signifiait traverser des sentiers couverts de fougères géantes, de broméliacées qui vous égratignaient les bras, d'orchidées sauvages qui fleurissaient dans des endroits impossibles, collés à des troncs couverts de lichens millénaires. Cela signifiait grimper entre des arbres si anciens, si énormes, si majestueux, que leurs cimes disparaissaient littéralement dans la brume perpétuelle qui couvrait les sommets. Des arbres qui étaient là bien avant l'arrivée des Espagnols, bien avant que le Mexique n'existe en tant que nation. Des témoins silencieux d'une histoire que personne n'avait écrite, mais qui était gravée dans chaque anneau de leur écorce. J'avais grandi dans la ville de Xalapa, la capitale de l'État, dans une famille de classe moyenne qui n'avait aucun lien particulier avec les traditions indigènes. Mon père était comptable, ma mère institutrice. Nous étions ce qu'on pourrait appeler une famille urbaine typique, déconnectés des racines profondes qui battaient encore dans les montagnes qui entouraient notre ville. Cependant, comme tous les enfants de Veracruz, j'avais grandi en écoutant des histoires de Nahual, ces êtres mystérieux capables de se transformer en animaux jaguars, aigles, serpents, grâce à des dons spirituels hérités d'anciennes lignées ou acquis par des rituels secrets que personne n'osait décrire en détail. Les grands-mères du quartier racontaient que dans les villages de la Sierra, il existait encore des hommes et des femmes qui pouvaient changer de forme lorsque la lune était pleine, qu'ils protégeaient les forêts des intrus, qu'ils punissaient ceux qui nuisaient à la nature sans respect. Elle disait que si vous vous perdiez dans la montagne et que vous rencontriez un jaguar qui vous regardait avec des yeux trop intelligents, trop humains, le mieux était de baisser la tête, de demander pardon et de promettre de ne plus jamais causer de mal. J'écoutais ces histoires avec le mélange de fascination et de scepticisme propre à un enfant éduqué dans des écoles modernes avec la télévision par câble et un accès à Internet. Pour moi, les Nahual étaient comme les elfes ou les sorcières, des éléments du folklore qui enrichissaient notre culture, mais qui n'avaient aucune base dans la réalité. Cette conviction est restée ferme pendant toute mon adolescence et mes années universitaires. J'ai étudié la science, la méthode scientifique, la taxonomie, l'écologie.
J'ai appris à classer les espèces, à mesurer la biodiversité, à analyser les écosystèmes avec des outils statistiques et des modèles informatiques. Le monde dans lequel je vivais était le monde des données vérifiables, des hypothèses testables, des explications rationnelles. Il n'y avait pas de place dans ma vision du monde pour les esprits de la montagne ou pour les hommes qui se transformaient en bêtes sous la pleine lune. Mais la Sierra a des moyens de vous apprendre l'humilité, de vous montrer que votre éducation universitaire n'effleure que la surface de mystères bien plus profonds. Et cette leçon a commencé le jour où j'ai rencontré Don Aurelio Tequiani, un vieil homme Totonac qui vivait pratiquement isolé dans un petit ranch d'adobe et de bois, à près de 2 heures de marche du dernier chemin praticable au véhicule. C'était mon 3e mois à la station de surveillance. J'étais parti tôt ce matin-là pour prélever des échantillons d'eau dans l'un des ruisseaux qui alimentaient la rivière principale de la région. Le protocole était simple. Il fallait remplir plusieurs flacons stériles à différents points du cours d'eau, mesurer la température, le pH, l'oxygène dissous, observer s'il y avait des changements de couleur ou de clarté de l'eau qui pourraient indiquer une contamination. C'était un travail de routine, mais nécessaire, car nous avions reçu des rapports selon lesquels certaines plantations de café détournaient illégalement de l'eau et d'autres utilisaient des pesticides interdits qui finissaient dans les cours d'eau. Je m'étais installé près d'un remous particulièrement beau où l'eau formait un petit étang cristallin entouré de pierres couvertes de mousse vert vif. La lumière du soleil traversait la cime des arbres en rayons dorés qui faisaient briller les particules de vapeur en suspension dans l'air. C'était un de ces moments où je comprenais pourquoi j'avais choisi ce métier, pourquoi j'avais refusé des offres mieux payées en ville pour venir m'enterrer dans ces montagnes reculées. J'étais si concentré sur l'étalonnage de mon pH-mètre que je ne l'ai pas entendu s'approcher. Un instant j'étais seul, entouré uniquement par le murmure de l'eau et le chant des oiseaux. Et l'instant d'après, un homme se tenait à côté de moi, m'observant avec une immobilité absolue qui était presque dérangeante. Il n'avait fait aucun bruit en marchant, n'avait cassé aucune branche, n'avait déplacé aucune pierre. Il était simplement apparu comme s'il avait surgi directement de la brume matinale qui se dissipait encore entre les fougères. J'ai sursauté, manquant de faire tomber mon équipement dans l'eau. L'homme n'a pas bougé. Ne s'est pas excusé de m'avoir fait peur, il a juste continué à m'observer avec ces yeux que j'ai mentionnés. Des yeux qui semblaient avoir vu passer des siècles, des yeux qui brillaient d'une intelligence ancienne et profonde qui allait bien au-delà de ce qu'on apprend dans les livres. Son visage était sillonné de rides si profondes qu'elles semblaient sculptées dans du bois de cèdre. Sa peau avait la couleur de la terre cuite au soleil, et son corps, mince mais encore fort, était enveloppé de vêtements de manta blanche qui semblaient faits à la main, ainsi que d'un chapeau de paille usé par des années d'utilisation. « Bonjour », ai-je réussi à dire finalement, me remettant du sursaut. Ma voix était trop aiguë, trop nerveuse. Il ne répondit pas immédiatement, continua simplement à m'étudier comme s'il évaluait quelque chose que je ne pouvais pas voir avec des yeux ordinaires, comme s'il lisait mon âme ou mesurait mon esprit. Puis il a parlé, et sa voix était douce, mais elle portait un poids qui la rendait impossible à ignorer. « Tu n'es pas comme les autres » a-t-il dit en espagnol, mais avec la cadence particulière du Totonac, avec cette façon de construire les phrases qui indique que votre langue maternelle est une autre. Tu écoutes la montagne, tu prêtes attention à ce qu'elle dit. Je ne savais pas quoi répondre. L'affirmation m'avait complètement pris au dépourvu. Je ne fais que mon travail, ai-je dit finalement, en désignant mes flacons et mon équipement de mesure. Je mesure la qualité de l'eau, je recense les espèces, je fais des rapports pour l'Institut, rien de plus. Il a secoué la tête lentement, comme si ma réponse était exactement ce à quoi il s'attendait, mais qu'elle le décevait quand même un peu. « Non » a-t-il dit fermement. « Tu fais plus que ça. Je l'ai vu. J'ai vu comment tu marches entre les arbres, comment tu t'arrêtes pour observer les plantes, comment tu ramasses les déchets que les autres laissent, comment tu notes dans ton carnet les endroits où quelqu'un a coupé des branches sans permission. Tu prends soin, tu protèges. C'est différent. » Je me suis senti exposé, vulnérable, comme si ce vieil homme que je n'avais jamais vu auparavant me connaissait mieux que beaucoup de gens avec qui j'avais grandi. Il est vrai que j'allais au-delà de ce que ma description de poste exigeait, que je restais souvent des heures supplémentaires à documenter des choses que personne ne m'avait demandé, que j'avais commencé à ressentir un lien presque spirituel avec ces forêts, mais je n'avais jamais pensé que quelqu'un m'observait, que mes actions étaient évaluées par des yeux invisibles. Le vieil homme s'est approché d'un pas et a baissé la voix comme s'il était sur le point de partager un secret que le vent ne devait pas entendre. « Il y a quelqu'un qui veut te voir » a-t-il dit. Un gardien, un être qui ne fait plus confiance à presque personne, qui a vu comment les humains détruisent tout ce qu'ils touchent. Mais il t'a observé aussi, et il croit que peut-être, juste peut-être, tu es différent. Il croit que peut-être ça vaut la peine de te montrer la vérité. J'ai laissé échapper un rire nerveux, mal à l'aise. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La situation était trop étrange, trop semblable au conte que j'avais entendu dans mon enfance.
De quoi parlez-vous? Ai-je demandé, en essayant de garder un ton respectueux, mais en laissant aussi entendre que je n'étais pas quelqu'un de facile à tromper. S'il y a un problème dans la communauté, un conflit sur l'utilisation de l'eau ou sur les limites des zones protégées, je peux aider. C'est pour ça que je suis là. Mais Don Aurelio, bien que je ne connaisse pas encore son nom à ce moment-là, n'a pas souri, n'a pas ri, n'a montré aucun signe de plaisanterie ou de tentative de me dérouter. Son expression est restée sérieuse, solennelle, chargée d'une gravité qui m'a fait frissonner. Ce n'est pas ce genre d'aide, a-t-il dit, et ce n'est pas ce genre de gardien. C'est quelque chose que tu dois voir de tes propres yeux, quelque chose que je ne peux pas t'expliquer avec des mots parce que tu ne me croirais pas. Personne ne croit avant d'avoir vu. Il s'est retourné pour partir, mais avant de disparaître entre les arbres, il m'a regardé par-dessus son épaule et a dit « Je reviendrai dans 3 jours à l'aube, au début du vieux sentier qu'utilisaient les cueilleurs de café, celui qui est maintenant presque effacé par les mauvaises herbes. Si tu décides de venir, si tu décides de voir la vérité, je t'attendrai. Si tu ne viens pas, je comprendrai que tu n'es pas encore prêt, que ton temps n'est pas encore venu. Mais je te préviens d'une chose, ce que tu vas voir changera tout ce que tu crois savoir sur ce monde. » Et avec cela, il est parti. Il a simplement marché entre les fougères et a disparu aussi silencieusement qu'il était arrivé, me laissant là, debout près du ruisseau, mon pH-mètre à la main et une sensation de vertige dans l'estomac, comme si le sol stable de ma réalité venait de se transformer en sable mouvant. Les 3 jours suivants ont été une torture d'indécision. Mon esprit rationnel me disait d'ignorer toute l'affaire, que c'était évidemment une sorte de blague élaborée. Ou peut-être que le vieil homme souffrait d'une confusion mentale propre à son âge avancé. Mais une autre partie de moi, une partie plus profonde que je ne pouvais pas faire taire avec des arguments logiques, me disait qu'il y avait quelque chose de réel dans ce que j'avais vu dans ses yeux, quelque chose de vrai dans la façon dont il avait parlé. J'ai enquêté auprès des travailleurs de la station et des habitants voisins. C'est ainsi que j'ai appris son nom, Don Aurelio Techiani, et son histoire. C'était une figure légendaire dans la région, un homme qui avait vécu plus de 8 décennies complètement intégré à la Sierra, qui connaissait toutes les plantes médicinales, tous les animaux, tous les sentiers secrets. Certains disaient qu'il était guérisseur, d'autres qu'il était le gardien d'anciennes traditions. Et il y avait ceux qui murmuraient, toujours à voix basse et avec des regards nerveux, qu'il était lui-même un Nahual, que les nuits de pleine lune, il se transformait en coyote et parcourait les montagnes pour protéger la forêt des intrus. La nuit précédant la rencontre, j'ai à peine dormi. Je suis resté éveillé dans ma petite chambre de la station, écoutant les bruits nocturnes de la forêt, le chant des grillons, le cri occasionnel d'un hibou, le murmure constant du vent entre les feuilles. Je me suis demandé 1000 fois si je commettais une erreur, si je devais informer mes supérieurs de cette étrange rencontre, si je devais emmener quelqu'un d'autre avec moi pour ma sécurité. Mais à la fin, lorsque le réveil a sonné à 4h30 du matin, j'avais déjà pris ma décision. J'allais rencontrer Don Aurelio. J'allais le suivre ou qu'il veuille m'emmener. Parce que s'il y avait même une petite possibilité que ce qu'il disait soit réel, s'il y avait une chance de voir quelque chose que très peu d'humains avaient vu, alors cela valait le risque. Je me suis habillé de mes vêtements de terrain les plus résistants, un pantalon épais, des bottes de montagne bien lacées, une veste légère mais imperméable, car dans la Sierra, on ne sait jamais quand la pluie peut tomber. J'ai préparé un sac à dos avec l'essentiel, une gourde remplie d'eau purifiée, quelques barres de céréales, une lampe de poche avec des piles neuves, mon couteau multifonction, une petite trousse de premier secours, mon carnet de terrain où je notais toutes mes observations, et plusieurs crayons, car les stylos ont tendance à tomber en panne avec l'humidité. La seule chose que je n'ai pas emportée, c'est mon appareil photo. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a dit que ce ne serait pas approprié, que cette rencontre, quelle qu'elle soit, n'était pas quelque chose à documenter avec des photographies, n'était pas quelque chose à transformer en preuve ou en témoignage. C'était quelque chose à vivre, à ressentir, à se souvenir dans le cœur plus que dans les archives numériques. Je suis arrivé au début du vieux sentier, juste au moment où les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel de nuances de rose et d'orange. La brume était si épaisse que je pouvais à peine voir à 5 mètres. L'air avait ce froid humide caractéristique des hauteurs, ce froid qui vous pénètre dans les poumons et vous fait vous sentir plus vivant, plus éveillé, plus présent. Don Aurelio était déjà là, m'attendant près d'un arbre gigantesque qui marquait le début du sentier. Il n'a pas semblé surpris de me voir, comme s'il n'avait jamais douté que je viendrais. Il a simplement hoché la tête avec approbation, m'a regardé de haut en bas en évaluant mon équipement, et a dit un seul mot. « Bien !» Nous avons commencé à marcher sans plus de préambule, sans explication, sans mots inutiles. Il marchait devant, se déplaçant avec une agilité surprenante pour quelqu'un de son âge, ses pieds trouvant des appuis là où je ne voyais que de la boue glissante, son corps esquivant des branches et des épines qui m'égratignaient les bras malgré ma veste. Je le suivais du mieux que je pouvais,
essayant de maintenir le rythme, me concentrant pour ne pas le perdre de vue dans la brume qui semblait s'épaissir à chaque pas. Nous avons marché pendant des heures. Le soleil s'est complètement levé, mais sa lumière pénétrait à peine la voûte végétale qui se refermait au-dessus de nos têtes. Plus nous nous enfoncions dans la montagne, plus l'atmosphère autour de nous changeait. La végétation qui se trouvait près des villages, ce mélange de forêts secondaires et de cultures abandonnées, a progressivement cédé la place à quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus puissant. Les fougères arborescentes atteignaient 4 ou 5 mètres de haut, leurs frondes gigantesques formant une canopée préhistorique qui me donnait l'impression d'avoir voyagé des millions d'années en arrière dans le temps. Les magnolias sauvages s'élevaient comme des tours vivantes, leurs troncs droits et épais, entièrement recouverts de mousse vert vif, de lichens aux couleurs impossibles, d'orchidées miniatures qui fleurissaient dans chaque fissure de l'écorce. Les cèdres rouges, ces arbres sacrés que les Totonacs vénéraient depuis les temps immémoriaux, se dressaient comme les colonnes d'une cathédrale naturelle, si massifs qu'il aurait fallu 10 personnes se tenant la main pour entourer leur base, si haut que leurs cimes disparaissaient littéralement dans les nuages qui frôlaient les sommets. Le son a également changé de manière spectaculaire. Au début, lorsque nous étions encore relativement près de la civilisation, on pouvait entendre occasionnellement l'aboiement lointain d'un chien, le moteur d'un camion sur une route lointaine, le cri d'un vendeur ambulant offrant ses produits dans un hameau invisible. Mais plus nous nous enfoncions au cœur de la Sierra, tous ces sons humains ont complètement disparu, remplacés par une symphonie naturelle à la fois paisible et troublante. Le gazouillis d'oiseaux que je n'avais jamais entendu auparavant, des espèces qui n'étaient probablement même pas dans mes guides de terrain, remplissaient l'air de mélodies complexes et étrangement mélancoliques. Le craquement soudain de branches qui se brisaient vous faisait sursauter. Vous vous retourniez pour chercher l'origine du son, mais vous ne voyiez jamais rien, seulement des ongles se déplaçant entre les ombres. Le goutte-à-goutte constant de l'eau, se condensant sur des milliers de feuilles et tombant sur le sol de mousse, créait un rythme hypnotique, comme le battement d'un cœur gigantesque et ancien. Et il y avait autre chose, quelque chose que je ne peux pas facilement décrire avec des mots. Une présence, une sensation constante d'être observé, évalué, jugé par des yeux que vous ne pouviez pas voir, mais qui étaient définitivement là. Ce n'était pas une sensation menaçante, exactement, mais ce n'était pas non plus confortable. C'était comme marcher sur le territoire de quelque chose de beaucoup plus puissant que vous, quelque chose qui vous permettait d'être là, mais qui pouvait changer d'avis à tout moment. Don Aurelio semblait complètement indifférent à toute inquiétude. Il marchait avec la confiance de quelqu'un qui connaît chaque pierre, chaque racine, chaque virage du sentier. Il s'arrêtait occasionnellement pour me montrer quelque chose. Une plante médicinale, la trace d'un animal, un endroit où l'eau jaillissait de la roche. Mais il parlait très peu, comme si le silence était une forme de respect, comme si les mots étaient des intrusions inutiles dans ce lieu sacré. Après ce que j'ai estimé être environ 6 heures de marche constante. Bien que le temps semblait fonctionner différemment sous cette voûte verte, Don Aurelio s'est arrêté brusquement. Il a levé une main pour me demander le silence, puis s'est accroupi pour examiner quelque chose sur le sol. Je me suis approché avec précaution et j'ai vu ce qui avait attiré son attention. Une empreinte. Ce n'était pas une empreinte humaine. C'était évident tout de suite, mais ce n'était pas non plus l'empreinte d'un animal que je connaissais. Et j'avais étudié les empreintes de pratiquement toutes les espèces de mammifères de la région. Elle était grande, presque de la taille de ma botte de montagne, peut-être un peu plus. Elle avait la forme générale d'une griffe, avec des marques très claires de 5 doigts terminés par des grises acérées. Mais ce qui était troublant, ce qui m'a fait hérisser tous les poils du corps, c'est qu'elle avait aussi des éléments clairement humanoïdes. La disposition des doigts, la forme du talon, la profondeur de l'empreinte qui suggérait un mode de marche bipède. Don Aurelio a passé ses doigts sur le contour de l'empreinte avec révérence, presque avec tendresse. « Il sait que nous sommes ici », a-t-il murmuré d'une voix si basse que je l'ai à peine entendue. « N'aie pas peur. S'il voulait nous faire du mal, il l'aurait déjà fait depuis des heures. » Cette affirmation n'a pas été exactement rassurante. J'ai dégluti avec difficulté, sentant mon cœur s'accélérer. Je voulais demander à quoi elle faisait exactement référence avec ce « il », quel genre de créature pouvait laisser des empreintes comme celle-ci. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Une partie de moi connaissait déjà la réponse. Je la connaissais depuis le moment où Don Aurelio m'avait invité à ce voyage. Mais savoir quelque chose intellectuellement et y faire face physiquement sont deux choses complètement différentes. Nous avons continué, mais maintenant je regardais nerveusement autour de moi tous les quelques pas, scrutant les ombres entre les arbres, m'attendant à voir à tout moment une silhouette impossible émerger de la pénombre. La forêt semblait être devenue encore plus silencieuse, comme si tout retenait son souffle, attendant quelque chose d'important qui allait se produire. Finalement,
Après une autre heure de montée sur une pente de plus en plus raide, le sentier s'est soudainement ouvert sur une petite clairière. Ce n'était pas exactement une clairière naturelle. On pouvait voir qu'à un moment donné, quelqu'un avait défriché les plus petits arbres, mais l'avait fait avec tant de soin, avec tant de respect, que la nature ne s'était pas sentie offensée. Au lieu de cela, elle avait embrassé l'espace, le remplissant de fleurs sauvages, de fougères ornementales, de mousses qui brillaient d'un vert phosphorescent sous la lumière filtrée. Et au centre de cette clairière, entourée d'arbres si anciens et si massifs que 5 personnes se tenant la main ne pourraient pas en faire le tour, se dressait une construction qui m'a coupé le souffle. Ce n'était pas exactement une hutte comme celle qu'on voit dans les villages ruraux. C'était plus ancien, plus délibéré dans sa construction, entièrement fait de bois sombre, qui semblait avoir été sélectionné planche par planche sur des arbres tombés naturellement, jamais coupés. Le toit était fait de feuilles et de branches tressées avec une dextérité qui parlait de connaissances traditionnelles perfectionnées au fil des générations. Il n'y avait pas de fenêtre en tant que telle, seulement des ouvertures stratégiquement placées qui permettaient à l'air de circuler, mais qui gardaient l'intérieur à l'abri de la pluie. La porte, si on pouvait l'appeler ainsi, n'était qu'une ouverture étroite couverte d'un rideau fait de fibres végétales. Mais ce qui m'a le plus frappé n'était pas la structure physique de la hutte, mais la sensation qui s'en dégageait. C'était comme si l'endroit avait son propre champ d'énergie, sa propre aura, une présence presque tangible qui vous faisait vous sentir petit et insignifiant, mais pas nécessairement menacé. C'était le sentiment que j'imagine que les anciens éprouvaient lorsqu'ils entraient dans leur temple. Ce mélange de peur révérencieuse, de respect profond, de reconnaissance d'être en présence de quelque chose de bien plus grand que soi. Don Aurelio s'est arrêté à environ 10 mètres de la hutte et s'est tourné vers moi. Son expression était sérieuse, mais il y avait aussi quelque chose de compassionné, comme s'il comprenait parfaitement le tourbillon d'émotions que j'éprouvais. « Attendez-le ici, dit-il simplement. Il va venir. Vous avez juste besoin d'être patient et de garder l'esprit ouvert. Ne jugez pas avec vos yeux. N'analysez pas avec votre esprit entraîné. Observez simplement, ressentez simplement, écoutez simplement. » Et puis, à ma grande surprise et à mon anxiété croissante, Don Aurelio a commencé à s'éloigner, revenant sur ses pas. « Attendez, les gerblés, ma voix sortant plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Vous ne restez pas ?» Il s'est arrêté, mais ne s'est pas retourné. « C'est quelque chose que vous devez affronter seul, » a-t-il répondu. « J'ai déjà eu mes rencontres, j'ai déjà appris mes leçons. Cette expérience est la vôtre, pas la mienne. Ne vous inquiétez pas, il ne vous fera pas de mal, mais il vous dira des vérités que vous ne voudrez peut-être pas entendre. » Et avec cela, il a disparu entre les arbres, sa silhouette s'évanouissant dans la brume comme un fantôme, me laissant complètement seul dans cette clairière impossible, devant cette hutte mystérieuse, attendant une rencontre avec quelque chose que mon éducation me disait ne pouvait pas exister, mais que chaque cellule de mon corps savait être absolument réelle. Le temps passa avec une lenteur douloureuse. Je suis resté là, debout, ne sachant pas si je devais m'asseoir, si je devais m'approcher de la hutte, si je devais appeler, si je devais simplement faire demi-tour et dévaler la montagne, aussi vite que mes jambes me le permettraient. J'ai choisi de rester exactement là où Don Aurelio m'avait laissé, essayant de contrôler ma respiration de plus en plus accélérée, essuyant mes paumes moites sur mon pantalon, luttant contre l'impulsion primitive de fuir qui criait dans mon cerveau. Le silence est devenu si profond, si complet, si absolu qu'il a commencé à être presque douloureux. Les oiseaux avaient cessé de chanter, le vent avait cessé de souffler, même le goutte-à-goutte constant de l'eau se condensant sur les feuilles semblait s'être arrêté. C'était comme si toute la forêt, tout le monde naturel retenait son souffle, attendant que quelque chose de monumentalement important était sur le point de se produire. C'est alors que j'ai commencé à entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles, un tambourinement frénétique qui semblait résonner dans tout mon corps. Je pouvais sentir mon pouls dans mes tempes, dans mon cou, dans mes poignets. Le monde entier se réduit à ce battement de cœur accéléré et au silence assourdissant qui l'entourait. Et puis, finalement, quelque chose a bougé entre les arbres. Au début, ce n'était qu'une ombre, une obscurité qui semblait légèrement plus dense que les autres ombres qui peuplaient les espaces entre les troncs gigantesques. Puis, 2 points de lumière sont apparus dans cette obscurité. 2 yeux qui brillaient d'un éclat jaune verdâtre, comme des braises mouillées, comme des lanternes anciennes vues à travers la brume. La silhouette a commencé à émerger lentement des profondeurs de la forêt, se déplaçant avec une fluidité qui était à la fois animale et humaine, avec une grâce qui parlait de force contenue, de pouvoir délibérément limité. À chaque pas qu'elle faisait vers la clairière, plus de détails devenaient visibles, et à chaque détail révélé, mon esprit luttait plus désespérément pour réconcilier ce que je voyais avec tout ce que je croyais savoir sur la réalité. Ce n'était pas un animal, mais ce n'était pas non plus un homme. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose qui existait dans un espace intermédiaire,
que la science moderne insistait pour dire impossible, mais que les cultures anciennes avaient reconnu et respecté pendant des millénaires. Quand il est finalement sorti complètement de l'ombre et s'est tenu au bord de la clairière, à peine à 3 mètres de l'endroit où je me trouvais, figé d'étonnement et de terreur, j'ai pu le voir en toute clarté. Sa forme était principalement humanoïde, bipède, avec une posture droite qui parlait d'intelligence et de conscience de soi. Mais son corps était couvert d'une fourrure dense de couleur gris foncé, mélangée de noir, comme la fourrure d'un loup, mais avec des motifs qui rappelaient aussi ceux du jaguar. Ses membres étaient longs et musclés, se terminant par des mains et des pieds qui étaient un hybride parfait entre des grises animales et des doigts humains, capable à la fois de courir à 4 pattes et de manipuler des objets avec précision. Mais c'est son visage qui m'a le plus frappé, qui a fait que mes genoux ont failli céder sous mon poids. C'était un visage qui défiait toute description simple, qui combinait des éléments canins avec des traits félins et avec des structures indéniablement humaines. Le museau était prononcé, mais pas excessivement long, avec des dents visibles qui étaient définitivement celles d'un prédateur, mais disposées d'une manière qui suggérait la capacité de parler. Les yeux étaient énormes, hypnotiques, remplis d'une intelligence si profonde, si ancienne, si pénétrante, que j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir directement dans mon âme. Et quand il m'a regardé, quand ses yeux se sont fixés sur les miens, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas exactement de la peur, bien qu'il y ait eu certainement de la peur. C'était plus comme une reconnaissance, comme si une partie oubliée de mon être, un coin ancestral de ma conscience savait exactement ce qu'étaient ces créatures et comprenait que j'étais en présence de quelque chose de sacré, quelque chose qui méritait le plus profond respect. La créature est restée là, debout, pendant ce qui a semblé une éternité, m'évaluant, me jugeant, décidant s'il valait la peine de poursuivre cette rencontre ou s'il devait simplement disparaître à nouveau dans les profondeurs de la forêt. Je n'osais pas bouger, à peine osais respirer. Chaque instinct de survie que j'avais me criait de courir, de fuir, de mettre la plus grande distance possible entre moi et cette impossibilité vivante. Mais une autre partie de moi, une partie plus sage, savait que courir serait inutile et probablement offensant. Cette créature m'avait permis de voir ce qu'elle était. Le moins que je puisse faire, c'était d'avoir le courage de rester. Finalement, après ce qui a dû être plusieurs minutes, mais qui ont semblé des heures, la créature a fait un autre pas en avant, et puis, à ma plus grande incrédulité, a parlé. La voix qui est sortie de cette gorge impossible était profonde, résonnante, comme le son de bois ancien se brisant sous la pression, comme l'écho de tonnerre lointain dans un canyon. Mais c'était indéniablement une voix, formant des mots en espagnol avec un accent que je ne pourrais pas décrire. Ancien et étrange, mais parfaitement compréhensible. « Toi, tu es » a-t-il dit lentement, comme s'il savourait chaque mot, testant leur sonorité après peut-être ne pas les avoir utilisés depuis longtemps. « Toi, tu es celui qui marque les rivières, celui qui recense les arbres, celui qui veut arrêter les hommes. » Ce n'étaient pas des questions, c'étaient des affirmations, des faits qu'il connaissait déjà. Ma bouche s'est ouverte et s'est refermée plusieurs fois alors que j'essayais de trouver ma voix, alors que j'essayais de formuler une réponse cohérente. Finalement, avec un effort énorme, j'ai réussi à balbutier. Je suis biologiste. Je travaille pour l'Institut de conservation. J'essaie de protéger ces montagnes. La créature a penché la tête. Un geste curieusement humain. Protéger, a-t-il répété. Et il y avait quelque chose dans son ton qui aurait pu être de l'ironie ou peut-être de la tristesse. Vous utilisez beaucoup ce mot, protéger, mais vous comprenez rarement ce qu'il signifie. Il a fait un autre pas de plus, et cette fois j'ai pu sentir son odeur. Ce n'était pas désagréable. Ce n'était pas l'odeur de décomposition ou de maladie que vous associeriez à quelque chose d'anormal. Au lieu de cela, il sentait la terre humide, la mousse après la pluie, la résine de pin, toutes les bonnes choses propres de la forêt concentrées en une seule présence. Mon nom, si tu as besoin de m'appeler quelque chose, a poursuivi la créature, est difficile à prononcer dans ta langue. Dans les anciennes langues, ceux qui sont comme moi étaient appelés Nahual, ceux qui marchent entre les mondes, ceux qui gardent l'équilibre. Mais tu peux simplement m'appeler gardien, car c'est ce que je suis, ce que j'ai toujours été. J'ai dégluti bruyamment. Un Nahual, ai-je murmuré. Vous êtes vraiment un Nahual. Toute ma vie, j'ai pensé que ce n'était que des histoires. La créature a fait un son qui aurait pu être un rire profond et retentissant. Les meilleures vérités se cachent toujours dans les histoires, a-t-il répondu. Votre peuple moderne a oublié cela. Tout doit être mesuré, quantifié, expliqué avec vos machines et vos formules. Et dans ce processus, vous avez perdu la capacité de voir ce qui est juste devant vous. Il s'est dirigé vers la hutte avec une grâce fluide qui était hypnotique à observer. Chaque mouvement parfaitement contrôlé, chaque pas placé avec une précision absolue. « Viens »
a-t-il dit en tournant la tête vers moi. Assieds-toi. Ce que j'ai à te dire prendra du temps, et ton corps humain a besoin de se reposer après la marche. Mes jambes ont finalement décidé d'obéir, se déplaçant de manière mécanique alors que je suivais ces créatures impossibles vers sa maison. Impossible. Il y avait une zone près de l'entrée de la hutte où il s'asseyait clairement fréquemment, avec des troncs d'arbres tombés disposés comme des sièges autour d'un cercle de pierre qui montraient des signes d'avoir contenu du feu de nombreuses fois. Je me suis assis sur l'un des troncs, sentant toute la tension des dernières heures commencer enfin à se libérer de mes muscles. Le Nahual est resté debout, préférant sa posture droite, ses yeux ne cessant de m'observer. « Tu es venu ici parce que Don Aurelio t'a dit qu'il y avait quelque chose que tu devais voir ?» a-t-il commencé, sa voix prenant un ton plus sérieux, plus formel. Et il a raison. Il y a quelque chose que les humains doivent comprendre, quelque chose que j'observe depuis des décennies, des siècles si l'on compte ceux qui sont venus avant moi. Et c'est ceci. Vous détruisez non seulement votre monde, mais aussi le nôtre, et dans le processus, vous vous détruisez vous-même d'une manière que vous ne comprenez même pas. Il a fait une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans ma conscience. Je voulais l'interrompre, je voulais défendre mon espèce, je voulais expliquer tous les efforts de conservation, toutes les lois environnementales, tous les programmes de protection. Mais quelque chose dans son regard m'a arrêté. Il y avait de la douleur là, une douleur si profonde et si ancienne que toute défense que je pouvais offrir semble triviale et fade. « J'observe votre espèce depuis des décennies, a-t-il poursuivi. Et maintenant, sa voix portait le poids de siècles de témoignages. D'avant que les machines n'arrivent dans ces montagnes, d'avant que les routes goudronnées ne coupent la chair vide de la forêt, d'avant que le rugissement des tronçonneuses ne remplace le chant des oiseaux. J'ai vu génération après génération d'humains passer par ces terres, et à chaque génération, la séparation entre vous et la nature devient plus profonde, plus douloureuse, plus dangereuse. » Il s'est déplacé vers le bord de la clairière, désignant de l'une de ses mains hybrides la vallée qui s'étendait au-delà des arbres, invisible d'où nous étions, mais présente dans sa mémoire. Quand j'étais jeune, quand j'ai reçu ce don, ou ce fardeau, selon la façon dont on le voit, ces montagnes étaient un océan vers qui s'étendait à perte de vue. Les rivières coulaient cristallines, pleines de vie, chantant des chansons qu'elles avaient chantées pendant des millénaires. Les animaux se déplaçaient librement, suivant des routes migratoires établies bien avant qu'il n'existe quelque chose appelé Mexique ou Espagne ou tout autre nom que les humains donnent à leurs territoires imaginaires. Il a ramené son regard sur moi, et dans ses yeux brillants, j'ai pu voir des images d'un monde que je ne connaîtrai jamais, un monde qui avait disparu avant ma naissance. Les Totonacs qui vivaient ici à l'époque comprenaient l'équilibre, a-t-il poursuivi. Il n'était pas parfait. Aucune espèce ne l'est. Mais il comprenait que prendre à la terre exigeait de donner quelque chose en retour, que couper un arbre signifiait en planter 3 autres, que chasser un animal exigeait de demander pardon et d'utiliser chaque partie avec respect. Il savait que nous, les Nahual, existions. Ils nous respectaient, nous craignaient sainement. Et nous, en retour, nous protégions leur culture des parasites. Nous guidions leurs chasseurs vers les proies appropriées. Nous avertissions lorsque des tempêtes dangereuses arrivaient. La créature s'est de nouveau approchée, ses mouvements fluides comme de l'eau. Mais alors sont arrivés d'autres humains, ceux à la peau plus claire, ceux qui apportaient des croix de métal et une faim infinie dans leur cœur. Ils ont apporté de nouvelles maladies, de nouvelles armes, de nouvelles idées sur ce que signifiait posséder la terre. Et pire que tout, ils ont apporté la conviction absolue que tout ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer avec leur religion ou leur science n'existait tout simplement pas. Soudain, nous, les Nahual, sommes devenus une superstition, un conte de vieilles femmes, quelque chose à éradiquer avec les anciennes coutumes. Je pouvais entendre l'amertume dans sa voix, mais ce n'était pas une amertume aveugle ou destructrice. C'était l'amertume de celui qui a vu quelque chose de beau être systématiquement détruit et qui n'a rien pu faire pour l'arrêter. Nous nous sommes cachés, a-t-il poursuivi. Nous nous sommes retirés de plus en plus profondément dans les montagnes, dans les endroits où les nouveaux humains ne voulaient pas aller parce qu'il n'y avait ni or, ni argent, ni terre plate pour leur culture. Et nous avons observé, toujours observé. Il s'est finalement assis, adoptant une posture qui était à moitié humaine, à moitié féline, détendue mais prête à bouger à tout instant. Et ce que j'ai observé pendant toutes ces années, Diego Lario, ce qui me remplit d'une tristesse que votre esprit ne peut probablement pas comprendre complètement, c'est que vous, les humains modernes, avez développé un aveuglement spirituel qui est bien plus dangereux que n'importe quelle arme, plus destructeur que n'importe quelle machine. J'ai attendu, n'osant pas l'interrompre, sentant que j'étais sur le point d'entendre quelque chose de crucial, quelque chose qui changerait ma compréhension de tout. Le Nahual a poursuivi, choisissant chaque mot avec soin. Ce qui m'effraie, ce n'est pas votre force, car vous avez toujours été physiquement faible par rapport à beaucoup d'autres animaux.
Vous n'êtes pas plus rapide que le cerf, ni plus fort que l'ours, vous n'avez pas les griffes du jaguar ni la vision de l'aigle. Ce qui m'effraie, c'est votre capacité unique à détruire ce que vous aimez, à empoisonner ce dont vous avez besoin pour survivre, à tuer l'avenir de vos propres enfants, tout en vous convainquant que vous progressez. Ces paroles m'ont frappé comme des coups de poing physiques. J'avais consacré ma carrière, bien que courte jusqu'à ce moment-là, précisément à essayer d'éviter cette destruction. Mais l'entendre exprimer avec une telle clarté, avec une vérité si indéniable, m'a fait sentir l'ampleur de la tâche et l'inadéquation de nos efforts. Les humains détruisent ce qu'ils aiment, a-t-il répété, laissant chaque mot résonner dans les rues humides de la forêt. J'ai vu cela encore et encore. Les bûcherons arrivent, coupent les arbres que leurs grands-parents considéraient comme sacrés, et quand vous leur demandez pourquoi, ils vous disent que c'est pour nourrir leur famille. Les compagnies minières arrivent, ouvrent des blessures dans les montagnes qui ne guériront jamais. Et quand vous leur demandez pourquoi, elles vous disent que c'est pour créer des emplois, pour apporter le développement. Les agriculteurs arrivent, brûlent d'énormes étendues de jungle pour planter une seule culture, et quand vous leur demandez pourquoi, ils vous disent que le monde a besoin de manger. Il s'est levé brusquement, marchant en cercle. Maintenant, son agitation était évidente dans chaque mouvement, et toutes ses réponses semblent raisonnables en surface, a-t-il admis. Mais ce qu'il ne calcule jamais, ce qu'il refuse délibérément de voir, c'est le coût réel. Parce que lorsqu'il coupe ses arbres, il ne coupe pas seulement du bois, il détruit la maison de centaines d'espèces. Ils interrompent des cycles d'eau qui fonctionnent depuis des millénaires. Ils libèrent du carbone qui devrait rester enfermé. Ils éliminent les médicaments dont leurs propres petits-enfants auront besoin. Mais cela n'a pas d'importance. Parce que l'argent est maintenant, le besoin est maintenant, et l'avenir est le problème de quelqu'un d'autre. Je me suis senti obligé de parler, de défendre un peu d'humanité en nous. Mais il y a aussi des gens qui se battent, ai-je dit d'une voix tremblante. Des gens comme moi, des organisations, des lois qui protègent les eaux naturelles. Nous ne sommes pas tous des destructeurs aveugles. Le Nahual s'est arrêté et m'a regardé avec une expression qui aurait pu être de la compassion ou peut-être de la pitié. « Je le sais, Diego » a-t-il répondu plus doucement. « C'est pourquoi je t'ai demandé de venir, parce que tu es l'un de ceux qui peuvent encore voir, l'un de ceux qui peuvent encore entendre ce que la terre crie. Mais même vous, ceux qui luttez avec de bonnes intentions, ne comprenez souvent pas l'ampleur réelle du problème. Vous croyez que vous vous battez pour sauver des espèces individuelles, pour protéger des hectares de forêt, pour nettoyer des rivières polluées. Et ce sont des batailles importantes. Je ne le nie pas, mais ce qui est vraiment en jeu est beaucoup plus fondamental. » Il s'est approché de moi, s'est accroupi jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau des miens, et l'intensité de son regard était presque insupportable. « Ce qui est en jeu, a-t-il dit lentement, c'est de savoir si l'humanité se souviendra qu'elle fait partie de la nature et non sa propriétaire. Si elle retrouvera la connaissance ancestrale que tout est connecté, que blesser la forêt, c'est se blesser soi-même, qu'empoisonner l'eau, c'est empoisonner son propre sang. Parce que si vous ne vous en souvenez pas, si vous continuez sur ce chemin de séparation et de domination, alors ce qui vient n'est pas seulement l'extinction de quelques espèces, c'est l'effondrement de systèmes entiers qui maintiennent la vie sur cette planète. Il s'est de nouveau relevé et a désigné les arbres qui nous entouraient. Ces cèdres que vous voyez ici ont plus de 500 ans, a-t-il commencé à expliquer. Ils ont survécu à des sécheresses, des inondations, des incendies naturels, des ouragans. Ils se sont adaptés à des changements climatiques progressifs pendant des siècles. Mais au cours des 3 dernières décennies, j'ai vu comment ils luttent d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Les pluies arrivent au mauvais moment, trop intenses ou inexistantes quand elles devraient être là. Les températures augmentent d'une manière qui perturbe leur cycle de floraison. De nouveaux ravageurs, des insectes qui ne pouvaient pas survivre à ces altitudes auparavant, les attaquent maintenant parce que les hivers ne sont plus assez froids pour les tuer. Il s'est approché d'un des arbres géants, a posé sa main sur l'écorce avec révérence. Et ces arbres, ces êtres anciens et sages, me parlent dans leur langage de produits chimiques et de signaux. Ils me disent qu'ils sont fatigués, que la terre elle-même est malade, que l'équilibre qui a maintenu la vie pendant des éons est en train de se rompre. Et le plus tragique, Diego, c'est que tout cela est évitable. Les humains ont la connaissance, ils ont la technologie, ils ont les ressources pour changer le cours des choses. Ce qui leur manque, c'est la volonté, c'est l'humilité, c'est la capacité de valoriser l'avenir autant qu'ils valorisent le présent immédiat. Il est retourné au centre de la clairière, regardant le ciel à peine visible à travers la canopée de végétation. « J'ai vécu longtemps, bien plus longtemps qu'un humain normal, » a-t-il poursuivi. « J'ai vu des empires s'élever et tomber. J'ai vu des cultures naître et mourir. J'ai vu comment la Terre se remet de catastrophes que les humains pensaient être la fin du monde.
La Terre survivra à ce que vous lui faites. Cela prendra peut-être des milliers ou des millions d'années, mais la vie trouvera un moyen. Elle le fait toujours. Mais vous, l'humanité telle qu'elle existe maintenant, avec vos villes, votre technologie et votre culture, vous ne survivrez pas. Pas si vous continuez à scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Un silence lourd est tombé sur nous. Je traitais ces paroles, sentant comment chacune d'elles résonnait avec des vérités que j'avais pressenties, mais que je n'avais jamais complètement articulées. Finalement, j'ai rassemblé le courage de poser la question qui se formait dans mon esprit. Si c'est si grave, si nous sommes vraiment au bord de l'effondrement, pourquoi n'intervenez-vous pas? Vous avez dit que les Nahuals sont des gardiens. Pourquoi ne nous forcez-vous pas à nous arrêter, à changer? La créature m'a regardé avec une tristesse si profonde que je sentis mon cœur se briser. Parce que ce n'est pas notre rôle, a-t-il répondu doucement. Nous pouvons garder, nous pouvons protéger, nous pouvons avertir, mais nous ne pouvons pas et ne devons pas contrôler. Le libre arbitre, la capacité de choisir, est peut-être le don le plus dangereux et le plus sacré que les humains aient. Leur enlever cela, ce serait les transformer en quelque chose de moins qu'humain. Ce serait répéter la même erreur de domination que vous commettez avec la nature. Il s'est approché de l'entrée de sa hutte et a brièvement disparu à l'intérieur. J'ai entendu des bruits de mouvement, de quelque chose qu'on cherchait parmi des affaires rongées. Quand il est revenu, il tenait quelque chose dans ses mains, quelque chose enveloppé dans un tissu ancien qui semblait avoir été tissé à la main il y a des générations. Avec un soin respectueux, il a commencé à déballer l'objet, révélant des couches de protection jusqu'à ce que ce qu'il avait gardé soit finalement exposé. C'était un masque, mais pas n'importe quel masque. C'était une œuvre d'art sculptée dans un bois sombre et dense, représentant le visage d'un jaguar avec un réalisme et une maîtrise à couper le souffle. Les yeux étaient des incrustations de jade qui semblaient briller de leur propre lumière. Les crocs étaient en ivoire ancien, et chaque détail de la fourrure avait été sculpté avec une précision microscopique. Mais au-delà de sa beauté physique, le masque dégageait autre chose, une présence, un pouvoir, une sensation qui n'était pas simplement un objet, mais un être en soi. Ceci appartenait à mon maître, a dit le Nahual d'une voix chargée d'émotion. Le dernier homme qui a vraiment compris la jungle, qui a vécu complètement en harmonie avec les deux mondes, l'humain et le naturel. Il m'a appris ce que signifie être Nahual. Non seulement la transformation physique, mais la responsabilité spirituelle, le poids d'être un pont entre les espèces, entre les réalités. Il a tendu le masque vers moi, et j'ai instinctivement reculé. Je ne peux pas accepter ça, ai-je protesté. C'est trop précieux, trop important. Il appartient à votre tradition, à votre lignée. Le Nahual a secoué la tête. C'est précisément pour ça que tu dois le prendre, a-t-il insisté. Non pas comme une possession, non pas comme un trophée, mais comme un rappel, comme un symbole, comme une promesse. Quand tu douteras, quand la pression de tes supérieurs ou les menaces de ceux qui profitent de la destruction te donneront envie d'abandonner, regarde ce masque. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Souviens-toi qu'il y a plus en jeu que des emplois, des gains économiques ou des commodités temporaires. J'ai pris le masque avec des mains tremblantes, sentant son poids considérable, à la fois physique et spirituel. Il était plus lourd que ce à quoi je m'attendais, comme s'il était fait de quelque chose de plus dense que du bois ordinaire. Je l'ai approché de mon visage et j'ai pu sentir l'arôme d'années, de décennies, peut-être de siècles d'histoire imprégnée dans chaque fibre. Quand tu regardes ses yeux, a poursuivi le Nahual, tu ne regardes pas seulement du jataillé, tu regardes le regard accumulé de tous ceux qui ont porté ce masque, de tous ceux qui ont marché sur le chemin du gardien. Et maintenant, il te regarde aussi, te jugeant, attendant de voir ce que tu feras de la connaissance que je t'ai donnée. J'ai serré le masque contre ma poitrine, sentant que quelque chose en moi changeait fondamentalement. Je ne pouvais pas l'expliquer en termes rationnels ou scientifiques, mais je savais avec une certitude absolue que ce moment, cette rencontre, cette conversation avait modifié la trajectoire de ma vie de manière irrévocable. Je ne pourrais plus jamais redevenir le jeune biologiste naïf qui suivait simplement des protocoles et remplissait des formulaires. Je portais maintenant quelque chose de bien plus lourd, une responsabilité qui allait au-delà de toute description de poste ou manuel de procédure. Le Nahual s'est de nouveau dirigé vers le bord de la clairière, regardant là où le soleil commençait sa descente. Bien que de notre emplacement, sous la canopée épaisse, on remarquait à peine le passage du temps. « Il y a autre chose que je dois te dire », a-t-il commencé, et son ton est devenu encore plus grave, plus urgent. Quelque chose qui terrifie même les esprits de la montagne, les êtres comme moi qui existent depuis si longtemps que nous avons presque oublié ce que c'est que d'avoir peur. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois depuis que je l'avais vu, j'ai détecté quelque chose dans son expression qui pourrait être décrit comme une peur authentique. Nous, les gardiens,
Les Nahual, les esprits de la forêt, quel que soit le nom que vous voulez utiliser, nous disparaissons, a-t-il dit. Et les mots sont sortis comme une confession douloureuse, comme l'aveu d'une défaite qu'il n'avait jamais pensé devoir reconnaître. Non pas parce qu'on nous chasse, bien que cela soit arrivé au cours de l'histoire. Non pas parce que nous vieillissons ou tombons malades, bien que cela nous affecte aussi. Nous disparaissons parce que vous détruisez les endroits où nous naissons, où nous nous formons, où le voile entre les mondes est assez mince pour permettre notre existence. Mon souffle s'est arrêté. L'ampleur de ce qu'il disait commençait à pénétrer dans ma conscience comme de la glace s'étendant sur de l'eau. Les Nahual, a-t-il expliqué, n'apparaissent pas simplement au hasard. Nous naissons de lieux de pouvoir, de confluence d'énergie naturelle, de forêts anciennes où les racines des arbres ont poussé si profondément et pendant si longtemps qu'elles touchent quelque chose de plus fondamental que la terre physique. Lorsque ces forêts tombent, lorsque ces lieux sacrés sont convertis en plantations, exploités par des mines ou inondés par des barrages, les lieux de naissance disparaissent. Et sans nouveaux Nahual naissant pour remplacer ceux qui partent, notre espèce, si on peut l'appeler ainsi, s'éteint. Il s'est approché de moi, a posé une de ses mains sur mon épaule. Le contact était étonnamment chaud, étonnamment réconfortant. Je suis l'un des derniers de ma lignée dans ces montagnes, a-t-il avoué. Il fut un temps où nous étions des dizaines, où chaque vallée importante, chaque forêt primaire, chaque bassin versant avait son gardien. Maintenant, nous nous comptons sur les doigts d'une main, et ceux qui restent sont vieux, fatigués, sans successeur pour transmettre nos connaissances et notre responsabilité. La tristesse dans sa voix était palpable, physique, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd de sa douleur. Et lorsque la dernière forêt de Veracruz tombera, lorsque la dernière zone vraiment sauvage sera domestiquée ou détruite, nous tomberons aussi, a-t-il poursuivi. Non pas avec violence ni avec grand drame, mais simplement en nous évanouissant, en cessant d'exister comme l'écho d'une chanson que plus personne ne chante. Et après, Diego, après, vous tombez. Ces derniers mots résonné dans la clairière comme un tonnerre lointain, comme une prophétie qui ne voulait pas être vraie, mais qui portait le poids d'une vérité inévitable. Parce que comprends bien, a poursuivi le Nahual en retirant sa main, mais en gardant son regard fixé sur le mien. Nous ne sommes pas une décoration dans votre monde. Nous ne sommes pas des curiosités folkloriques ou une espèce de plus sur votre liste d'animaux en voie de disparition. Nous faisons partie d'un système, d'un réseau de relations qui maintient l'équilibre entre le monde humain et le monde naturel. Lorsque nous disparaissons, ce pont se brise, cette communication est réduite au silence, et vous vous retrouvez complètement seul, complètement séparé, sans personne pour vous rappeler que la nature n'est pas votre ennemi ni votre ressource, mais votre mère, votre foyer, votre propre être étendu. Le soleil avait suffisamment baissé pour que les ombres dans la clairière deviennent plus profondes, plus sombres. Don Aurelio avait dit que nous devions commencer la descente avant la tombée de la nuit, et je savais que le temps de cette rencontre extraordinaire touchait à sa fin. Le Nahual le sentit aussi, car il commença à se déplacer d'une manière qui indiquait un adieu, une préparation à la séparation. Mais avant que tu ne partes, a-t-il dit soudainement, il y a une dernière chose que je veux te montrer. Suis-moi, mais reste silencieux et déplace-toi avec précaution. Nous allons à un endroit que très peu d'humains ont vu, un endroit qui illustrera mieux que tous mes mots ce qui est en jeu. Je l'ai suivi alors qu'il s'enfonçait dans la forêt par un sentier à peine visible, plus une suggestion entre les fougères qu'un véritable chemin. Nous avons marché pendant ce que j'ai estimé être 15 minutes, descendant progressivement vers ce qui semblait être une dépression naturelle. L'air est devenu plus frais, plus humide, et j'ai pu entendre le bruit de l'eau qui coulait quelque part à proximité. Finalement, nous sommes arrivés à un endroit qui m'a coupé le souffle. C'était une source, mais pas comme celle que j'avais étudiée auparavant. L'eau jaillissait d'une formation rocheuse couverte de mousse luminescente, créant un bassin cristallin entouré de plantes que je n'avais vues nulle part ailleurs dans la Sierra. Des orchidées aux couleurs impossibles poussaient directement sur les rochers. Des fougères d'espèces que je pensais éteintes formaient une canopée protectrice. Et l'eau elle-même semblait briller d'une lumière intérieure, bien que je sache rationnellement que c'était juste le reflet de la faible lumière du soleil qui pénétrait jusqu'à cet endroit caché. C'est l'un des derniers lieux de pouvoir qui reste dans la Sierra de Misantla, à chuchoter le Nahual avec révérence. C'est ici que je suis né, où j'ai reçu la transformation, il y a près de 2 siècles. Mais regarde attentivement. Regarde ce que je vois. J'ai observé plus attentivement, et alors je l'ai remarqué. Certaines des plantes sur les bords du bassin étaient flétries, leurs feuilles jaunies ou tombées. Le niveau de l'eau semblait plus bas qu'il ne devrait l'être, à en juger par les marques sur les rochers qui indiquaient où elle arrivait autrefois. Et quand je me suis agenouillé pour regarder de plus près, j'ai pu voir que l'eau, bien que toujours belle, n'avait pas la clarté absolue que l'on attendrait d'un endroit aussi vierge et isolé.
La pollution arrive même ici, a expliqué le Nahual d'une voix chargée de chagrin. Les pesticides qu'ils utilisent des kilomètres plus bas, les déchets qu'ils déversent dans d'autres rivières, tout finit par s'infiltrer, se mélanger, voyager à travers les aquifères souterrains jusqu'à contaminer même ces refuges les plus reculés. Et avec la pollution vient la faiblesse, la maladie, l'incapacité de cet endroit à faire ce qu'il a toujours fait, donner naissance au gardien. Il s'est agenouillé près de l'eau, la touchant avec révérence, et quand il a retiré sa main, j'ai vu que ses doigts tremblaient légèrement. Je ne pourrais plus naître ici, a-t-il admis d'une voix à peine audible. Le pouvoir s'estompe, la connexion se brise. Dans une autre décennie, peut-être 2, si nous avons de la chance, cet endroit ne sera qu'une autre belle source, belle mais ordinaire, sans la magie qu'elle a autrefois abritée. Nous sommes restés là en silence pendant plusieurs minutes, tous deux absorbés par nos pensées, tous deux sentant le poids de ce que cet endroit représentait et de ce que son déclin signifiait. Finalement, le Nahual s'est levé, m'a regardé avec une intensité renouvelée et a dit « Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai demandé de venir, pourquoi je te confie cette connaissance, pourquoi je t'ai donné le masque de mon maître. Parce que j'ai besoin que quelqu'un sache, quelqu'un qui puisse faire quelque chose, quelqu'un qui puisse dire aux autres que ce n'est pas seulement des chiffres dans des rapports ou des statistiques dans des graphiques. C'est sur la mort du sacré, l'extinction de la magie, le silence final de voix qui ont chanté depuis avant l'existence de l'humanité. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, sentant des larmes que je ne savais pas que je retenais couler sur mes joues. Je comprends, ai-je réussi à dire finalement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais j'essaierai. Le Nahual a posé les 2 mains sur mes épaules, un dernier geste de connexion et de confiance. Si tu décides de te battre, a-t-il dit d'une voix ferme et douce, tu ne seras pas seul. Tant que j'existerai, tant que l'un d'entre nous existera. Tu auras des alliés dans des endroits que tu ne peux pas voir, de l'aide qui arrive de manière que tu ne peux pas mesurer. La terre elle-même te soutiendra si ton intention est pure et ton engagement est authentique. Et puis, si soudainement que cela m'a surpris, il a commencé à s'éloigner, se déplaçant entre les arbres avec cette grâce impossible. « Attendez !» ai-je crié en essayant de le suivre. « Quand vous reverrai-je? Comment puis-je vous trouver si j'ai besoin d'aide ou de conseils ?» Il s'est arrêté au bord de ma vision, sa forme commençant déjà à se fondre dans les ombres de la forêt qui s'assombrissaient. « Tu me trouveras quand tu auras besoin de moi, » a-t-il répondu, sa voix venant comme si elle venait de plusieurs directions à la fois. « Où je te trouverai. Ceux qui sont vraiment connectés ne sont jamais vraiment séparés. Maintenant, retourne avec Don Aurelio. Il t'attend à la hutte. Descendez avec la lumière qu'il vous reste. » Et avec cela, il a complètement disparu, me laissant seul près de cette source sacrée qui mourait lentement, tenant un masque ancien, chargé d'une connaissance qui changerait le reste de ma vie, sentant tout le poids de la responsabilité que je venais d'accepter. Je suis retourné lentement à la hutte, serrant le masque contre ma poitrine, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Car à ce moment-là, c'était le cas. Don Aurelio m'attendait exactement là où le Nahual l'avait dit, assis sur l'un des troncs, fumant sa pipe en terre cuite avec une expression sereine, comme s'il savait exactement tout ce qui s'était passé, sans que j'aie besoin de dire un mot. « L'as-tu vu ?» Ce n'était pas une question, mais une affirmation. J'ai hoché la tête, toujours incapable de parler, la gorge serrée par l'émotion. Il a souri légèrement, un sourire qui portait de la compréhension et aussi de la tristesse. « Maintenant tu comprends pourquoi seuls ceux qui peuvent voir sont amenés ici, » a-t-il dit en se levant avec effort. « Maintenant tu comprends que la bataille que tu mènes n'est pas seulement pour des hectares de forêt ou des espèces en danger, c'est pour l'âme même de notre relation avec la terre. » Nous avons commencé la descente en silence, nous déplaçant avec plus d'urgence maintenant que la lumière déclinait rapidement. Mes pensées étaient un tourbillon d'images, de mots, de sensations. Chaque pas que je faisais en descendant la montagne m'éloignait physiquement de cette rencontre extraordinaire, mais je savais que spirituellement, je ne m'en éloignerais jamais, que je porterais ce moment avec moi chaque jour qui me resterait à vivre. Quand nous sommes finalement arrivés au village, la nuit était déjà tombée. Don Aurelio s'est arrêté avant de nous dire au revoir, m'a pris le bras avec cette force surprenante et m'a regardé droit dans les yeux. « Ce que tu feras de ce que tu as appris aujourd'hui déterminera quel genre d'homme tu es, » a-t-il dit avec gravité. « Tu peux retourner à ta vie, faire ton travail, oublier cela comme un rêve étrange. Ou tu peux te réveiller complètement et consacrer chaque souffle qu'il te reste à protéger ce qui peut encore être sauvé. Je n'ai pas eu besoin de temps pour décider. La décision était déjà prise au moment où le Nahual m'a remis le masque. Je me battrai, ai-je répondu d'une voix ferme. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si ce sera suffisant, mais je consacrerai ma vie à cela. Don Aurelio a hoché la tête avec approbation. Alors on se souviendra de toi, a-t-il dit simplement, par la terre,
par les esprits, par ceux qui viendront après. Et c'est plus que ce que la plupart peuvent dire. Cette nuit-là, de retour dans ma petite chambre, j'ai placé le masque sur la seule étagère que j'avais, sous la faible lumière de ma lampe. Plus de 20 ans ont passé depuis. J'ai fait face à des menaces. J'ai reçu des pots de vin que j'ai refusés. J'ai été pressé par des supérieurs, attaqué par des entrepreneurs, ridiculisé par des collègues qui disaient que je prenais les choses trop au sérieux. Mais chaque fois que je doutais, chaque fois que la fatigue menaçait de me convaincre, je regardais ces yeux de jade sur le masque et je me souvenais. Je me souvenais de la voix profonde du Nahual, disant qu'un seul humain éveillé vaut plus que 100 endormis. Je me souvenais de la source sacrée mourant lentement. Je me souvenais de ces derniers mots. Quand la dernière forêt tombera, nous tomberons aussi. Et après, vous tombez. J'ai consacré chaque jour depuis à protéger chaque source, chaque arbre centenaire, chaque morceau de la Sierra de Misantla qui reste encore intact. J'ai formé des dizaines de jeunes biologistes, leur transmettant non seulement des techniques scientifiques, mais aussi ce sens de la révérence, de la connexion profonde avec ce que nous protégeons. Je n'ai jamais revu le Nahual, bien que souvent, en marchant seul dans les montagnes à l'aube, j'ai senti sa présence. J'ai vu des empreintes qui n'appartiennent à aucun animal connu. J'ai entendu des sons qui pourraient être le vent entre les branches ou pourraient être autre chose. Don Aurelio est parti il y a 5 ans, en paix, entouré de sa famille. À ses funérailles, un de ses petits-fils m'a remis un message qu'il m'avait laissé. Dis à Diego que le gardien de la montagne a maintenant un nom. Et maintenant, je vous pose la question, à vous qui écoutez cette histoire, lorsque les esprits de la terre disparaîtront, lorsque le dernier Nahual se fondra dans la brume à l'aube, lorsque la terre perdra ses gardiens les plus anciens, de quel côté de l'histoire voulez-vous être? Serez-vous l'un de ceux qui ont détruit ou l'un de ceux qui ont protégé? Le choix se fait maintenant, à chaque instant, à chaque décision que vous prenez et que vous ne prenez pas.